Mathieu Bock-Côté. Pour lui, les idées n'ont pas de frontières. Au contraire, les idées mènent le monde. Réflexion, observation, échange, critique, solution. Mathieu Bock-Côté. Le mouvement Desjardins a dû s'excuser pour une affiche controversée où on voyait un drapeau canadien pour souligner la journée des Patriotes de Montréal. Je rejoins à Paris Mathieu Bock-Côté. Salut Mathieu. Bonjour. Et on a évoqué les initiatives locales. C'est drôle, hein? Les initiatives locales ont le dos large dans ce temps-là. Non, mais Desjardins nous prend pour des imbéciles. Il faut dire les choses comme telles. Alors, comme plusieurs, je crois, quand j'ai vu cette affiche, je me suis d'abord dit que c'était un canular. C'est-à-dire, les fédéralistes voulaient se moquer de la fête des Patriotes et puis voulaient, comme il y en a aujourd'hui, comme il y a tant de faux qui circulent sur les réseaux sociaux, donc j'étais stupéfait. Et je ne suis pas le seul, je crois, à avoir été stupéfait, à s'être dit, c'est pas sérieux, c'est une blague, bon. Et là, on constate que c'est vrai. Et non seulement on constate que c'est vrai, mais on constate que c'est vrai dans plusieurs succursales réparties sur le territoire. Ensuite, on se dit, mais donc, il y a une possibilité. Enfin, on commence à générer des possibilités. Est-ce que c'était fait par intelligence artificielle? Ce n'est pas impossible. Mais si tel était le cas, ça témoignerait d'une preuve, une autre, que l'intelligence artificielle est incapable pour l'instant de se substituer à l'intelligence humaine pour la production de symboles qui ne sont pas contre-productifs. 2, c'était produit par des gens qui sont tellement incultes chez Desjardins que l'idée même de les payer relève de la bêtise. C'est-à-dire qu'ils connaissent rien, ils ont passé à travers le système scolaire québécois, ils savent rien. Ou alors des gens qui habitent peut-être au Québec, mais qui mentalement habitent à Toronto. Il y en a plusieurs, on appelle ça souvent des Montréalais. Ou encore, ça a été produit à Toronto. C'est pas impossible non plus. Donc là, on se demande qu'est-ce qui se passe. Des gens sont en colère. Ils écrivent à Desjardins sur les réseaux sociaux. Et là, quelqu'un de Desjardins répond, dans les réseaux. Il faut toujours se méfier. Moi, si j'étais chef d'entreprise, qui risque pas d'arriver dans les prochaines années, je m'assurais que les gens qui répondent sur les réseaux sociaux ne soient pas des petits malins incultes qui radicalisent une crise qu'ils doivent calmer. Qu'est-ce qu'on a vu dans les circonstances? Une personne des réseaux sociaux de Desjardins, mais de manière officielle, là, c'est elle qui tient le crachoir pour la boîte, dit « Nous ne voulions pas vexer la communauté québécoise. » La communauté québécoise. Ça circule un peu partout, parce que il y a eu des captures d'écran, j'en ai eu une aussi. Là, donc, on voit Desjardins pour nommer le peuple québécois, la nation québécoise. Le Québec parle de la communauté québécoise. Une communauté parmi d'autres. Tu sais, c'est quand même la déchéance absolue. On est passé de nation, peuple, à société distincte, à foyer principal, c'est des années 90 avec Mike Harris. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on est? On est rendu une communauté. La communauté parmi d'autres, dans le Québec pluriel, la communauté québécoise. OK. Et là, Desjardins, puis là, on attend les excuses, ou à tout le moins des explications. Ne demandons pas tout de suite des excuses, peut-être c'est le moment des explications. Desjardins donne son explication en nous disant on est vraiment désolé, c'est pas du tout ce qu'on souhaitait faire. C'est une affiche, tu l'as dit, qui relevait de l'initiative locale. Et là, c'est à ce moment que je redis on nous prend pour des cons. On nous prend pour des imbéciles. Mais Desjardins en rajoute en disant voilà la vraie affiche qu'on avait prévue. Puis là, c'est une belle affiche où on voit un vélo. C'est marqué 20 mai, journée de congé. Puis on sait pas pourquoi c'est une journée de congé. C'est beaucoup donc mieux. Là, on a écarté complètement le côté historique. Ben, on est passé du Canada on fait des activités. Exactement, cette journée, c'est la journée de camping ou c'est la journée de vélo. Et là, donc, l'affiche de Desjardins n'était pas celle de la substitution de la référence québécoise par la canadienne, c'était celle de l'effacement de l'histoire. C'est une journée de congé comme il y en a tant sans qu'on sache pourquoi. Donc là, les excuses de Desjardins radicalisent la crise. Et là, qu'on se comprenne bien, ce n'est pas une petite crisette de nationalistes excités sur les réseaux sociaux. Desjardins, c'est pas n'importe quoi. Desjardins, là, c'est un mouvement qui s'est créé, là, je me permettrai l'image, parce que c'est plus ça aujourd'hui, mais les Canadiens français ont gratté leur fond de tiroir pour être capables de se donner des coopératives qui leur donnaient une structure financière qui leur permettait d'exister dans le monde des banques anglophones. Et l'œuvre de Desjardins, c'est une œuvre immensément collective à l'origine. C'est un mouvement coopératif. Le coopératisme avait une autre vision de la finance. C'est une vision de la finance qui était ancrée dans les communautés, ancrée dans les nations, ancrée dans les peuples.
Puis on peut dire que jusqu'aux années 90, Desjardins a été fidèle à cet idéal coopératif. C'est important, ça, quand même. Et là, qu'est-ce qu'on voit? En fait, je pense que la dernière grande figure du coopératif chez Desjardins, c'est Claude Bélan, qui a réussi la mutation de l'institution financière, de Desjardins en institution financière, mais sans la trahir. Et là, qu'est-ce qu'on voit depuis 20 ans, environ 25-30 ans? Desjardins est devenu tout autre chose. Et au moment, donc, de célébrer une fête importante pour les Québécois, la fête des Patriotes, hein, qui marque une étape dans notre combat pour la démocratie, qui marque notre désir d'indépendance, moins d'un siècle après la conquête, les Canadiens français, qu'on appelait les Canadiens à l'époque, se mobilisent pour se constituer en État indépendant. Mais tout ça est soit canadianisé, version 1, ou neutralisé dans l'insignifiance absolue, version 2. Desjardins, qui est une institution auquel les Québécois sont attachés, dans les faits, trahit les Québécois en étant incapables d'avoir accès minimalement à leur univers symbolique. Je trouve que s'il fallait un événement pour marquer symboliquement la rupture entre Desjardins et les Québécois, le fait que c'est devenu une banque comme une autre est certainement pas la meilleure et certainement pas la plus qualifiée. Ah ben on voit à l'affiche du jour férié en vélo là. Et ben là on voit vraiment. C'est la fête du vélo. Exactement, ça va faire plaisir à Valérie Plante. Mais on voit finalement Desjardins qui aujourd'hui n'est qu'une institution financière parmi d'autres et certainement pas la meilleure, est un peu décevante et on voit de ce point de vue ce qui est une institution qui trahit ses origines. L'histoire des pensionnats autochtones, Mathieu. Ouais, alors ça, c'est intéressant parce qu'on en parle. En 2021, je rappelle les étapes. 2021, on s'en souvient. On nous apprend qu'il y a finalement des tombes, pas seulement des tombes, oui. En fait, il y aurait presque des charniers d'enfants autochtones dans l'Ouest liés à l'histoire des pensionnats, notamment à Kamloops. Là, on est tous bouleversés par ça, évidemment. Et là, on nous le dit, les preuves s'en viennent. Et les preuves tardent à venir. Et là, bon, il y a un historien, Jacques Rouillard, qui dit, un instant, est-ce que les enfants autochtones ont été globalement maltraités dans les pensionnats? Évidemment. Est-ce que les pensionnats en tant que tels, c'était une entreprise qui est absolument condamnable? Absolument. Est-ce que par ailleurs, les frères et les sœurs ont exécuté les enfants autochtones sur le mode du massacre du charnier? Non, dit-il. Et là, par ailleurs, à Kamloops, on cherche les preuves parce qu'on nous avait dit, les enfants sont là. Les enfants sont là. Et on les a pas. Près de 3 ans plus tard, on n'a pas les preuves. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la presse a consacré un dossier à la chose. Isabelle Haché a consacré un dossier sur la question des preuves manquantes. Et Isabelle Haché, comme d'habitude, je dirais, c'est une journaliste assez particulière. D'un côté, elle est un peu courageuse en disant, mais regardez, c'est important, des preuves, c'est quand même... On les a pas, les preuves en ce moment, d'autant qu'Ottawa, en ce moment, pense à faire un projet de loi pour criminaliser la remise en question du récit autochtone selon la tradition orale des pensionnats. Donc, la vision autochtone des pensionnats, si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, vous risquez une pénalisation de votre opinion dans l'espace public, ce qui vient compliquer la recherche, ce qui vient compliquer une vision de l'histoire apaisée qui n'est pas simplement militante. Donc, elle reconnaît que les preuves, c'est important, puis on les a pas pour l'instant. Mais qu'est-ce qu'elle nous dit juste après, comme d'habitude avec Isabelle Haché, pour se racheter auprès des siens, c'est-à-dire la tribu des journalistes progressistes? Et elle dit, bon, OK, il y a l'obsession blanche d'avoir des preuves. L'obsession. Je le dis dans mes mots, mais en gros, elle parle comme ça. L'obsession blanche d'avoir des preuves. Okay. Mais depuis quand c'est une obsession blanche que d'avoir des preuves quand on parle d'un crime? Je veux dire, les preuves, c'est pas une obsession blanche, c'est pas non plus... est-ce qu'on veut dire par là que les Noirs ou que les Asiatiques ou que les Latino-Américains, ou faites la liste de tous les groupes qui existent sur Terre, ou les Arabes, ou tout ça, sont étrangers aux preuves? Bien sûr que non, les preuves sont essentielles. Donc, pour se racheter, parce que l'idée là-dedans, c'est qu'on nous dit les preuves sont pas nécessaires, le récit, la mémoire orale suffisent. Et là, on dit, oui, mais s'il n'y a pas de preuves, l'accusation ne tient plus. S'il n'y a pas de preuves, ça veut pas dire, encore une fois, que les pensionnats, c'est pas dramatique dans l'histoire. Ça veut juste dire que c'est pas le lieu d'un génocide organisé où les frères et les sœurs auraient tué des petits Amérindiens pour ensuite les cacher dans un cimetière pour qu'on ne trouve pas les cadavres. Donc là, il y a cette querelle-là. Isabelle Haché nous en parle. Elle nous montre à quel point Ottawa a une tentation liberticide en voulant pénaliser le désaccord, et la recherche. Mais au même moment, elle dit que la volonté d'avoir des preuves, c'est une obsession bien blanche. Mais qu'est-ce que c'est que cette espèce de racialisme étrange? J'ose croire que les Blancs, entre guillemets, sont pas les seuls à vouloir des preuves quand ils lancent des accusations. J'ose croire que les Autochtones, les Arabes, les Noirs, fait la liste de tous les groupes qui existent sur Terre, veulent des preuves quand on lance une accusation. Mais apparemment, Mme Haché devait compenser son courage initial en donnant des gages au progressisme médiatique. Mathieu, est-ce que remettre en question la transition de genre des enfants, c'est de la transphobie?
C'est ce que, je vais le dire très rapidement, on a à peu près une minute, hein, c'est ce que j'ai vu sur la radio-télévision fédérale la semaine dernière, où une invitée, une intellectuelle qui est bien en vue dans les milieux, dans ces milieux, nous explique que la transphobie progresse. OK. Puis ce qu'elle donne comme indice de la transphobie? Eh bien, le fait qu'on refuse aujourd'hui, on est de plus en plus inquiet devant les transitions de genre chez les enfants, transition sociale, mais non seulement transition sociale, donc le fait de changer d'identité sans opération, mais les transitions chimiques, les transitions hormonales, et dans certains cas, les transitions chirurgicales. Elle dit, mais ça, c'est un indice de la montée de la transphobie. Et je me permets simplement de le mentionner pour terminer les distos en disant, il faut toujours, quand on nous annonce montée de la transphobie, montée du racisme, montée de ci, montée de ça, il faut prendre la peine de voir ce qu'on met sous cette catégorie. Est-ce que s'opposer à la transition hormonale et chimique des enfants ou s'inquiéter de cela, c'est de la transphobie, c'est ce qu'on a pu entendre à la radio-télévision fédérale la semaine dernière. Quant à moi, je m'y oppose très clairement. Juste qu'il n'y a pas de secret. Je suis pas du tout. Moi, je pense que Mme Smith en Alberta avait raison de s'inquiéter en ces matières. Je pense qu'il faut respecter les choix de chacun une fois rendu à l'âge adulte, évidemment, mais il ne faut pas traiter les enfants comme des cobayes. Il ne faut pas faire semblant qu'il n'y a pas une idéologie qui aujourd'hui cherche à déconstruire l'identité sexuelle des enfants en leur faisant croire qu'ils sont nés dans le mauvais corps. Mais ça fait pas de toi un transphobe. Mais j'en ai pas l'impression. Moi, j'ai absolument rien contre le fait qu'une personne qui a 18 ans nous dit, regarde, je vis étrangère à mon propre corps depuis toujours. Ça existe, c'est la dysphorie de genre. J'ai pas envie de persécuter personne ou qui que ce soit. Mais j'ai pas envie que, par ailleurs, que les enfants soient traités, comme on le voit trop souvent aujourd'hui, comme des cobayes. Je pense qu'il y a une inquiétude légitime à avoir. On voit que la Suède recule en la matière, la Grande-Bretagne recule. C'est pas sous la pression de la droite religieuse, c'est sous la pression du bon sens. C'est pas sous la pression de la transphobie, c'est sous la pression, en fait, du souci des enfants. Merci Mathieu, bon épisode à toi. Merci, bye bye.